Monsieur le président, madame et monsieur le ministre, mes chers collègues, le PLF 2025, qui met en œuvre pour la deuxième année la LPM, avec sa marche de 3,3 milliards, constitue un moment de clarification. Le ministère des Armées n'évoque plus, en effet, le passage à l'économie de guerre, mais de manière plus réaliste, la préparation à l'économie de guerre. Nous avions vivement regretté l'année dernière l'emploi de cette expression qui ne correspondait pas à la réalité. Nous allons savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Les déplacements que nous avons effectués sur le terrain à Bourges et à Roanne avec mon co-rapporteur ont montré que les choses bougeaient. Les processus de fabrication ont été adaptés afin d'accroître la cadence de production. Les industriels ont pris sur eux pour investir dans des machines-outils ultramodernes et constituer des stocks de composants. Le contexte invite donc à poursuivre les relocalisations en France de notre industrie de défense qui demeure très fragilisée, en particulier en ce qui concerne les PME et les ETI. Nous aimerions savoir ce qui est prévu, monsieur le ministre, pour aider ce tissu local indispensable à nos grands groupes. Si nous nous réjouissons de cette remontée en puissance que les 19 milliards du P146 devraient conforter en 2025, il convient néanmoins d'être réaliste sur notre capacité à supporter un affrontement de haute intensité, puisque l'état-major a pris pour référence un engagement de 2 mois, qui est un objectif, pour définir ses besoins en matériel, munitions et logistique, alors que, d'après le rétexte Orion, celui-ci n'est que de quelques semaines. Or, ce délai de 2 mois est trop bref pour permettre aux industriels de passer en économie de guerre. C'est la raison pour laquelle nous demandons de porter de 2 à 6 mois la durée du référentiel retenu par les armées pour préparer un affrontement de haute intensité. Une priorité de 2025 concernera également le renouvellement des composantes de la dissuasion nucléaire aéroportée et océanique. Ces choix nous engageront pour au moins 2 générations. Pouvez-vous nous assurer que le calendrier des différents programmes sera bien respecté et qu'ils n'auront pas à souffrir des retards de commande et des reports de charges ? Car nous sommes inquiets, monsieur le ministre, d'une remise en cause de la LPM par le bas, à travers la multiplication des entorses au principe même des lois de programmation. Vous nous aviez indiqué, par exemple, lors de votre audition devant la Commission, que vous réfléchissiez à ce que les missions de réassurance à l'est de l'Europe ne soient plus considérées comme des OPEX financées par un effort interministériel, mais qu'elles pourraient être prises en charge par les crédits de la mission défense. Qu'en sera-t-il exactement en 2025 et avec quelles conséquences pour la LPM ? Monsieur le ministre, nous avons besoin de clarté dans nos objectifs et de constance dans les moyens, car les défis à relever sont importants. C'est notamment vrai en ce qui concerne l'avenir du SCAF. Ce projet européen demeure complexe. Les doutes existent sur les capacités de certains industriels qui ont rejoint le programme. Des désaccords demeurent sur les spécifications du futur avion. Vous avez rappelé plusieurs lignes rouges en commission, monsieur le ministre, concernant notamment l'emport du missile nucléaire, la capacité à apponter et la possibilité pour la France d'exporter le successeur du Rafale. L'absence de consensus sur tous ces points rend indispensable, voire incontournable, un débat au Parlement en 2025. Il est urgent, en effet, que nous puissions examiner l'intérêt de la France de poursuivre ce programme et d'envisager des alternatives. En conclusion, nous nous inquiétons des insuffisances persistantes pour nous préparer à la haute intensité et des impasses nombreuses dans ce budget, programmes non financés, report de charges, référentiel insuffisant sur la haute intensité. C'est pourquoi mon groupe s'est abstenu lors du vote sur l'adoption des crédits de la mission défense. Merci.